Et bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de FrenchMorning.com. On est le média pour les Français aux États-Unis, Canada, UK, et puis aussi sous la marque français à l'étranger, un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on reçoit Avi Bitton, avocat en droit du travail à Paris depuis plus de 20 ans. On va voir déjà comment négocier votre rupture de contrat de travail, quelles sont les stratégies pour négocier rapidement et sans procès, quels leviers de négociation et moyens de pression on peut utiliser, quels sont les montants d'indemnité proposés par les employeurs, comment protéger bien sûr sa réputation professionnelle et ensuite son employabilité. On est en direct à la fois sur Zoom et sur LinkedIn et on sera en replay sur Facebook et YouTube. Vous voyez des QR codes qui sont en bas à droite du partage d'écran qu'on a fait. Donc, si vous avez besoin de parler de votre cas personnel directement avec Avi, je vous invite à scanner ce QR code pour pouvoir prendre rendez-vous directement avec lui. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur cette présentation, si vous nous écoutez en direct sur Zoom ou sur LinkedIn, vous pouvez les écrire dans la section questions-réponses et on y répondra à la fin de cette présentation. Maître Bitton, je vous laisse la parole et moi je reviens à la fin pour partager les questions de l'audience avec vous. Bonjour à tous. Je suis Maître Avi Bitton, avocat au barreau de Paris depuis 22 ans. Je conseille les cadres et les cadres dirigeants dans leur négociation de départ, soit lorsqu'ils veulent d'eux-mêmes conclure une rupture conventionnelle, soit parce qu'ils sentent venir une procédure de licenciement et qu'ils se disent qu'il vaut mieux négocier à l'amiable avant. Je conseille depuis plus de 20 ans beaucoup d'expatriés, des Français à l'étranger, mais aussi des étrangers qui viennent travailler en France. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu, présenter mon cabinet. Nous sommes un cabinet maintenant de 12 avocats et juristes. Nous travaillons avec un cabinet d'avocats correspondant aux États-Unis, le cabinet Sanford Eisler, qui est un cabinet d'une centaine d'avocats, qui, comme nous, est vraiment spécialisé dans le conseil, la défense des cadres et des cadres dirigeants. On a aussi des correspondants au Canada et en Angleterre. Nous sommes connus et reconnus. Si vous tapez Avis Bitton sur Internet, vous verrez tous les articles de presse en anglais, en français. On est très médiatisé et on est reconnu par les classements internationaux comme Best Lawyers, Legal 500. Alors, c'est pas des classements où vous payez pour être reconnu, c'est des véritables classements, c'est-à-dire qu'ils font des enquêtes auprès des autres avocats, auprès de nos clients. Voilà. Euh, On ne fait que du conseil des cadres et cadres dirigeants, c'est-à-dire qu'on ne défend jamais les entreprises. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêts, hein. Quand un cadre vient me voir et il me demande de vérifier, de faire un conflict check, je lui dis, c'est pas la peine, on ne défend pas les entreprises. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Voilà. Alors, euh, je sais que cette partie est un petit peu longue, je me présente, mais c'est pour que vous ayez conscience que les conseils que je vais vous donner ensuite, c'est pas les conseils d'un Instagrammeur, d'un coach de je ne sais quoi. C'est les conseils vraiment d'un avocat expérimenté qui ne fait que ça depuis 22 ans, de 9 heures à 20 heures, hein. Voilà, donc je suis diplômé de l'université de la Sorbonne où j'ai fait un magistère de droit, de la London School of Economics où j'ai fait un LLM. Je suis ancien membre du Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire que j'ai été élu par les autres avocats pour les représenter au Conseil de l'Ordre, qui est le Parlement des avocats. J'ai écrit un ouvrage qui a été publié chez un des plus grands éditeurs juridiques, LGDJ, un ouvrage sur le procès au Conseil de prud'homme. Je suis aussi un ancien collaborateur du plus grand cabinet d'avocats du monde. Clifford Chance, c'est le plus grand cabinet d'avocats du monde et j'ai moi-même été cadre et salarié dans ce cabinet. Je parle couramment anglais. Je suis régulièrement auditionné par le gouvernement, notamment par le ministère du Travail et le ministère de la Justice, et aussi par le Parlement français, l'Assemblée nationale, sur des réformes en droit du travail.
et je suis régulièrement interviewé à la télévision, à la radio. Il y a 2, 3 jours, j'étais encore à la radio et je suis régulièrement cité dans la presse, notamment pour les condamnations que j'obtiens. J'ai fait condamner des grands groupes français et internationaux qui notamment ont des expatriés aux États-Unis, en Angleterre et au Canada. J'ai fait condamner des groupes comme LVMH, Amazon, 3M. Eiffage, Veolia, L'Oréal, Essilor, la banque Natixis, voilà. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que pour quelques sociétés que je fais condamner, en fait, j'ai des centaines de cas qui se négocient à l'amiable de manière confidentielle, hein. Euh, je veux dire, pour moi, quand on va en justice, c'est un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas eu une stratégie de négociation suffisamment efficace. Et la plupart de mes dossiers, j'arrive à avoir des stratégies assez persuasives pour contraindre l'employeur à négocier. Et souvent, par la négociation, on obtient des indemnités beaucoup plus élevées que par le contentieux. Voilà. Euh, alors, on va maintenant parler de ce qui nous intéresse, la négociation de départ. Alors, déjà, il faut poser des choses. Vous êtes expatrié aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Il y a différents types d'expatriation. Il y a 2 types d'expatriation. Premier type d'expatriation, vous aviez donc un contrat de travail en France, on vous a expatrié à l'étranger, on vous a fait conclure un contrat local aux États-Unis, en Angleterre ou au Canada, un contrat local de droit local, normal, mais votre contrat français demeure. Il est simplement suspendu, mais vous avez toujours un lien contractuel, un contrat de droit français avec la société en France. Ça, c'est le premier type d'expatriation. Il est intéressant, très intéressant, parce qu'à ce moment-là, la société basée en France avec le contrat de droit français est toujours votre employeur. Et elle a notamment une obligation très spécifique qui est dans le Code du travail, c'est que si le contrat local, si vous êtes licencié de votre société, vous êtes expatrié, la société française est obligée de vous reprendre et à certaines conditions qui vous sont garanties. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais en gros, ils ne peuvent pas vous proposer un sous-poste sous-rémunéré. Ça, c'est le premier cas d'expatriation. Le deuxième cas d'expatriation, on vous envoie à l'étranger, vous avez un contrat local et le contrat français est rompu. Alors, soit on vous fait démissionner, soit on vous fait passer un accord tripartite où vous dites, bon, bah voilà, le contrat français est résilié, c'est terminé, il n'y a plus de contrat français. Bref, le contrat français est rompu. À ce moment-là, la situation est plus compliquée, elle est plus difficile parce que vous n'avez plus de lien contractuel avec la société française, plus de contrat français, mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que si on arrive, par exemple, à démontrer que dans les faits, vous avez continué à recevoir des ordres de la société française, que vous êtes resté dans un lien de subordination avec la société française, vous pouvez à ce moment-là dire, bah, écoutez, moi, je suis resté dans les faits salarié de la société française, donc elle a des obligations envers moi. Ça, c'est les 2 types d'expatriation, déjà, poser les choses. Ensuite, quand on parle de départ négocié, de quoi parle-t-on? Il y a plusieurs modalités juridiques de négocier un départ. Vous pouvez négocier une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, en anglais, en droit américain, c'est le severance agreement. Ok. C'est un accord amiable par lequel on se sépare, avec des indemnités, etc. Le deuxième type de départ négocié, c'est il y a un licenciement, donc la société vous licencie, mais derrière, il y a une transaction. Il y a un amicable settlement par lequel vous renoncez à attaquer la société vous verse des indemnités. Et puis, vous avez un troisième type de départ négocié qui est la démission. Donc, vous démissionnez, resignation, et derrière, il y a un amicable settlement, il y a une transaction. Bon. Si vous me demandez, pour le salarié, quelle est la modalité la plus favorable,
Je vous dis tout de suite, je les ai mis en fait dans l'ordre. C'est la première, c'est la rupture conventionnelle. Ça, c'est le système le plus favorable pour le salarié. Le deuxième système, c'est il y a un licenciement et derrière une transaction. Donc ça veut dire que vous avez été licencié. Donc déjà, ça veut dire que vous n'avez pas réagi à temps, vous n'avez pas anticipé. Donc vous êtes licencié, vous êtes sorti des effectifs, vous êtes en situation de faiblesse. Donc vous pouvez éventuellement négocier un amicable settlement, mais vous ne serez pas aussi en position de force que dans le premier cas. Et le dernier cas, ah, vous avez démissionné, donc vous pouvez difficilement attaquer la société parce que la société va dire, mais ce n'est pas moi qui l'ai licencié, ce n'est pas moi qui ai rompu le contrat, c'est lui qui a démissionné de lui-même, c'est sa décision. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour le salarié d'attaquer. Et comme c'est difficile d'attaquer, bah, les risques pour la société sont limités. Et donc, elle n'a pas très envie de négocier. Donc, la moralité de tout ça, si vous voulez pouvoir négocier une rupture conventionnelle et partir dans les meilleures conditions, être en bonne position pour négocier, il ne faut pas attendre le licenciement. Si vous sentez que ça vient, il faut mettre en place une stratégie pour déclencher une négociation. Voilà. Alors, quand on négocie quoi? Quels sont les enjeux de la négociation? Évidemment, le premier point de négociation auquel on pense, c'est les indemnités. En général, on veut les indemnités les plus élevées. Et quand on a un certain nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise, c'est tout à fait légitime. Ensuite, le deuxième enjeu de la négociation, auquel on ne pense pas assez souvent, ça va être la structuration sur le plan fiscal. Vous pouvez signer un accord sur lequel l'employeur s'engage à verser, pas bon, 300 400 000 euros, et vous retrouvez quasiment avec la moitié en net dans la poche après les impôts, les contributions sociales, etc. Donc ça va être très important, il faut y penser, d'être conseillé par un avocat pour structurer sur le plan fiscal et social. Après, évidemment, ça peut devenir complexe. Selon le pays où vous êtes, il peut y avoir des conventions bilatérales entre la France, les États-Unis, la France, le Canada, la France, l'Angleterre. Heu, Ça va dépendre aussi, bah, est-ce que vous allez revenir en France et redevenir résident fiscal français et peut-être qu'au moment où vous toucherez les indemnités, vous serez résident fiscal français, donc ça sera, fiscalisé en France. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a aussi la question des allocations chômage. Alors, là encore, si après la rupture, vous restez à l'étranger, comme vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas toucher les allocations chômage en France. Pour toucher les allocations chômage en France, il faut résider en France. En revanche, si vous comptez revenir en France, à ce moment-là, on va structurer la rupture et les accords de manière à ce que lorsque vous arriviez en France, vous soyez éligible aux allocations chômage. C'est pas négligeable, hein, je rappelle quand même, en France, les allocations chômage, c'est 57% de votre salaire brut. Donc chaque mois, vous allez toucher 57% de votre salaire brut, ce qui équivaut à 75% de votre salaire net, avec un petit bémol quand même, parce que je sais que quand on est cadre expatrié à l'étranger, surtout aux États-Unis, on a des hauts salaires. Attention, les allocations chômage en France sont plafonnées à 6 000 euros environ, je n'ai pas le chiffre exact, environ 6 000 euros par mois. Mais bon, 6 000 euros par mois pendant 1 an et demi, 2 ans, selon votre âge, vous aurez droit à ces allocations soit pendant 1 an et demi, soit pendant 2 ans, voire plus, ça dépend de votre âge. C'est pas négligeable non plus, ça fait un petit safety net, un petit filet de sécurité. Et puis l'autre enjeu d'une négociation, ça peut être de protéger sa réputation professionnelle. Ça peut faire partie de vos priorités, de vous dire, voilà, je vais quitter l'entreprise, mais si demain un nouvel employeur appelle mon entreprise, je veux être sûr que mon entreprise ne dira que du bien. Ça peut être un enjeu de la négociation et on va parler tout à l'heure de la manière dans un accord amiable de protéger sa réputation professionnelle pour l'avenir. Ensuite, les autres enjeux, ça peut être de, faire, abandonner une clause de non-concurrence. Si vous avez une clause de non-concurrence et que vous voulez aller chez un concurrent, bah, vous pouvez négocier avec votre employeur pour qu'il abandonne cette clause ou alors vous pouvez négocier qu'il maintienne cette clause et qu'il vous la rémunère même après la fin du contrat de travail
C'est le principe de la clause non-concurrence. Par exemple, pendant 1 an, 2 ans, vous n'allez pas chez les concurrents, mais vous êtes payé tous les mois. Vous touchez une indemnité de non-concurrence. Donc tout ça se négocie. Un enjeu qui peut être important dans la négociation, c'est les actions gratuites. Il se peut qu'en plus de votre salaire en cash, vous ayez des RSU, des LTI, des BSPCE. Pour les sociétés françaises, on va surtout parler de AGA, attribution d'actions gratuites. On va parler aussi de d'ADP, actions de performance, etc. Il se peut que vous ayez donc des actions gratuites et vous savez que normalement, quand le contrat de travail s'arrête, bah, toutes les actions gratuites qui n'étaient pas vestées, qui n'étaient pas acquises, sont perdues. Alors, ça peut être des montants de plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains d'entre vous. Donc, dans la négociation, on va pouvoir négocier que ces actions soient quand même acquises, vestées, ou alors que vous soyez indemnisé en cash. Et puis, il y a encore un dernier enjeu. Vous pouvez avoir besoin de vous maintenir dans votre société un certain temps, 6 mois, 1 an, soit pour des raisons de papiers, d'immigration, voilà, pour avoir des papiers, soit pour d'autres raisons. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir négocier et c'est ça l'avantage de ne pas attendre d'être licencié. Vous attendez d'être licencié, vous sentez, vous vous dites: «Non, je vais attendre, je vais voir wait and see». Vous êtes licencié, ah là, ça y est, voilà, le licenciement, il est prononcé, ça va être très difficile de négocier. Si au contraire, vous vous y prenez à l'avance, que vous anticipez, là, vous pouvez négocier tous ces points. Voilà. Alors, une rupture conventionnelle, donc la voie privilégiée, c'est quoi? Heu Et quelle est la différence avec, le licenciement, ou la démission? Bah, la rupture conventionnelle donc, c'est d'un commun accord, on décide de se séparer et donc du coup, on peut fixer les modalités de la séparation, les indemnités, la date à laquelle le contrat de travail va s'arrêter. On peut conclure la rupture conventionnelle aujourd'hui et dire que le contrat va s'arrêter, dans 6 mois, dans 9 mois, voilà. Ce qui n'est pas le cas évidemment avec, ce qui n'est pas le cas dans le licenciement ou la démission. L'employeur vous licencie, il y a le préavis en droit français de 3 mois et au bout de 3 mois, c'est terminé. Voilà. Vous démissionnez, vous devez respecter un préavis, de 3 mois. L'employeur peut vraiment vous l'imposer, hein. Voilà, vous pouvez pas, si vous deviez partir tout de suite chez un concurrent ou parce que vous aviez un projet de création d'entreprise, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Voilà. D'où l'avantage de négocier plutôt une rupture conventionnelle plutôt que d'attendre un licenciement ou de démissionner. Alors, la rupture conventionnelle, concrètement, comment ça se passe? Qui fait le premier pas? Qui la demande? Heu, alors, je vous dirais un petit peu, comme quand on était jeune, quand on allait, dans des soirées, dans des booms, faut pas faire le premier pas. La situation idéale, c'est quand l'entreprise vient à vous et vous propose la rupture conventionnelle. Ça, c'est la situation idéale parce qu'à ce moment-là, l'entreprise, elle est en demande et c'est vous qui allez pouvoir dire: «Bah, écoutez, moi, je veux pas partir. Moi, je suis prêt à rester encore des années. Si vous voulez que je parte, il va falloir mettre le prix». Donc premier cas, l'entreprise le demande, alors soit c'est une demande explicite, c'est-à-dire que l'entreprise vous dit: «Écoutez, heu, vous n'avez plus votre place, on réorganise la société ou on n'est pas content de vous, soit on vous licencie, soit on trouve un accord, on fait une rupture conventionnelle. Bon, là, la demande est explicite, les choses sont claires et vous êtes en position de force pour négocier. Parce qu'en plus, il faut vous dire que si la société vous propose un accord amiable, c'est peut-être qu'elle n'a pas de motif pour vous licencier. Alors encore une fois, je sais qu'en droit américain, c'est fire at will, etc. Mais bon, vous pouvez aussi invoquer une discrimination, un harcèlement et tout. Mais si vous avez en plus un contrat français, ils peuvent rompre le contrat local aux États-Unis, il y aura toujours le contrat français avec l'obligation de vous reprendre en France, vous voyez? Bon. Donc si c'est l'entreprise qui vous propose la rupture conventionnelle, vous êtes en position de force pour négocier. Ça, c'est quand elle vous le demande clairement. Parfois, les choses sont plus vicieuses. L'entreprise peut ne pas vous demander explicitement, ne pas vous proposer explicitement une rupture conventionnelle, mais par contre,
Elle peut commencer à dégrader vos conditions de travail, à vous retirer des responsabilités, à vous rétrograder, à vous mettre à l'écart de réunions stratégiques auxquelles vous aviez l'habitude de participer, à vous donner moins de dossiers, à réduire votre salaire variable, à vous fixer des objectifs inatteignables. Voilà, il y a beaucoup de signes à vous mettre une mauvaise note lors de votre évaluation annuelle, à vous envoyer des emails de recadrage. Voilà, il y a beaucoup de signes que l'entreprise peut vous envoyer pour essayer de vous pousser à la démission. Alors, dans un premier temps, elle essaie de vous pousser à la démission parce que si vous démissionnez, bah, ça lui coûte rien. Il n'y a pas d'indemnité à verser. Et puis, si vous attaquez, l'entreprise dira, ben, c'est lui qui a démissionné, nous, on n'a rien fait, on ne voulait pas le licencier. Donc, dans un premier temps, l'entreprise essaie de vous pousser à la démission. Et dans un second temps, si elle voit que vous démissionnez pas, bah là, elle passe à la phase numéro 2 de son plan, elle vous licencie. Et en attendant, elle aura monté un dossier avec des mauvaises évaluations annuelles. Comme les objectifs qu'elle vous aura fixés seront hauts, elle dira que vous êtes un bad performer, etc. Si vous voyez tous ces signes, ça veut dire que l'entreprise, c'est ça la bonne nouvelle, ça veut dire que l'entreprise veut se débarrasser de vous et que si vous lui proposez à temps une rupture conventionnelle avant qu'elle vous licencie, elle se dira, bon bah, on veut se débarrasser de lui, si on le licencie, c'est risqué, il nous propose une rupture conventionnelle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est là qu'on rentre en négociation. Ok. Quand ce n'est pas l'entreprise qui demande la rupture conventionnelle, le cadre peut déclencher la négociation de rupture conventionnelle. Comment? Il y a une mauvaise manière et il y a une bonne manière. La mauvaise manière, celle que je vois tous les jours, des cadres qui viennent me voir et qui me disent naïvement, maître, je ne comprends pas, je suis allé voir mon manager, je suis allé voir ma direction, je suis allé voir les RH, je leur ai proposé une rupture conventionnelle et ils m'ont dit non. C'est très naïf de penser, pardonnez-moi, que la société allait dire oui. Bien sûr que la société dit non. Vous allez voir une société, vous lui dites, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me verser 200, 300 000 euros pour que je parte? La société va vous dire, mais si vous voulez partir, partez. À quel titre on va vous verser 200, 300, 400 000 euros? En réalité, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce qu'en plus, quand vous demandez comme ça ouvertement la rupture conventionnelle à la société se dit, bon, il veut partir. Il en a assez. He is done. Et que va faire la société dans ce cas-là? Non seulement elle va refuser la rupture conventionnelle, et elle va attendre. Elle va se dire, bah, il n'en peut plus, il est épuisé, on va attendre qu'il finisse par craquer, qu'il finisse par démissionner, parce qu'il aura peut-être trouvé ailleurs, ou tout simplement, il va craquer, il va tomber malade et il va démissionner. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre en place une stratégie pour amener l'entreprise à vous proposer la rupture conventionnelle. Cette stratégie, c'est ce que j'appelle dans ma présentation la technique de la réclamation. C'est-à-dire qu'avec l'aide d'un avocat, vous allez aller chercher dans votre contrat de travail, dans les agissements de l'entreprise envers vous, vous allez aller trouver des manquements au droit du travail et vous allez adresser une réclamation écrite à la société pour lui dire ça c'est un breach, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça c'est un breach, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous demande des indemnités. Cette lettre de réclamation, évidemment, il faut la rédiger avec un avocat pour choisir les bons termes et faire en sorte que la société ait peur. Et à ce moment-là, quand la société reçoit cette réclamation, elle se dit deux choses. La première chose, elle se dit, bon, euh, Jean-Baptiste, c'est plus le bon élève que je pensais, c'est plus le cadre modèle, et voilà, il a décidé de faire valoir ses droits et une société a horreur que les salariés fassent valoir leurs droits. Et donc, à partir de ce moment-là, la société a envie de se débarrasser de vous. Et la deuxième chose que va se dire la société quand elle va recevoir cette réclamation, elle va se dire, bon, il y a un case, il y a un contentieux, possiblement, on risque d'être condamné.
Il a pris un avocat, il peut nous attaquer, ça peut nous coûter cher. Là, à ce moment-là, la société a une raison de vous verser des indemnités. Là, oui, la société se dit, bah, si je verse pas des indemnités, que je négocie pas son départ, il va m'attaquer et ça va me coûter encore plus cher. Ensuite, la question, c'est à quel moment négocier son départ. Il y a deux possibilités. Soit la société a un comportement envers vous qui fait que vous ne vous projetez plus dans la société, que vous vous sentez en risque, en danger, et donc à ce moment-là, il ne faut pas attendre que le danger se réalise, que vous soyez licencié, il faut prendre les devants et négocier. C'est le cas où la société commet envers vous un harcèlement ou que vous sentez qu'il y a un risque de licenciement. Je vous ai donné tout à l'heure les exemples, la mauvaise évaluation annuelle, la fixation d'objectifs complètement démentiels, euh, la mise à l'écart, la rétrogradation dans les fonctions. Voilà, tout ça, c'est des indices qui montrent que la société n'a pas envie de vous garder, parce que si elle avait envie de vous garder, elle vous traiterait bien. Bon. Et il y a aussi des moments dans l'entreprise où, évidemment, vous allez naturellement être en danger. Par exemple, vous avez un contrat d'expatriation pour 3 ans, on arrive à la fin du contrat et vous sentez bien que la société ne vous projette pas pour un nouveau contrat d'expatriation, que vous allez devoir rentrer en France, mais que la société ne sait pas trop où vous reclasser en France. Alors ça, c'est alerte rouge, hein, c'est un red flag. Si la société, c'est la fin de l'expatriation, vous devez rentrer en France et ils ne savent pas où vous mettre, il risque de se dire, bon, bah, on va se débarrasser du problème, on va le licencier. Si vous voyez aussi que la société est en pleine réorganisation, avec qui dit réorganisation dit optimisation, avec des suppressions de postes, hein. Quand on réorganise, c'est pour être moins nombreux, plus efficace, pour optimiser, donc on supprime des postes. Donc s'il y a une réorganisation, ça peut être aussi une phase dangereuse, ça peut être une période de turbulence. Voilà. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut se dire, je ne vais pas attendre qu'on me coupe les accès et de recevoir une convocation de licenciement. Je vais prendre les devants, mettre en place une stratégie et négocier mon départ. Le deuxième moment où on va négocier son départ, là je dirais que ça n'a plus rien à voir avec l'entreprise, on va le négocier son départ pour des raisons personnelles. Bah, soit on a un projet personnel de partir dans un autre pays, soit on a une offre d'une autre entreprise, soit on a un projet de création d'entreprise, par exemple. Voilà, on a un projet et on peut se dire de manière légitime, j'ai passé 10 ou 15 ans dans cette société, je ne vais pas partir en démissionnant comme ça sans indemnité. C'est pas juste. J'ai donné 10 ou 15 ans, j'ai pas compté mes heures. C'est légitime que je négocie un exit package, un severance package. Voilà. Alors, je marque une petite pause, Romain. Euh, je pense qu'on a prévu un temps à la fin pour qu'il y ait quelques questions, on est d'accord? Oui, on a un temps à la fin et surtout, vous en faites pas, vous pouvez cocher, si vous êtes sur Zoom, de poser votre question en anonyme et à aucun moment on aura du coup votre identité. Donc vous pouvez poser vos questions en toute discrétion. Et de la même manière, c'est évident, ça va sans dire, mais je le dis quand même. Si vous me contactez via le QR code ou via le formulaire de contact qu'il y a sur le site de mon cabinet à vibiton.com, si vous me contactez, bien évidemment, je suis avocat, je suis tenu au secret professionnel. Tout ce que vous me dites reste strictement entre nous, que vous me désignez ou pas par la suite, hein, voilà, ça va de soi. Euh, donc effectivement, on prévoira un petit temps de questions à la fin. Euh, du coup, je vais essayer de parler encore une vingtaine de minutes pour laisser 10 minutes de questions à la fin. Voilà. C'est parfait. Euh, voilà. Alors, quelles sont les étapes préalables à la négociation? Qu'est-ce que vous devez faire avant de déclencher la négociation? Déjà, c'est bien d'essayer de vous renseigner discrètement sur la politique de l'entreprise.
Est-ce que c'est une entreprise qui négocie beaucoup à l'amiable? Est-ce que c'est une entreprise qui a plutôt tendance à licencier brutalement et puis même quand il y a des procédures au prud'homme, bah, ils y vont, ils ont pas peur, voilà. Bon, je vous le dis entre nous, quand même, si vous êtes expatrié, en Amérique du Nord ou en Angleterre, c'est déjà quand même en général que c'est une grande société, peut-être cotée en bourse. Ce type de société négocie beaucoup à l'amiable. Après, la question évidemment, c'est à quelle hauteur ils négocient? Quel montant d'indemnité, hein? C'est des sociétés qui négocient beaucoup, mais il va falloir mettre en place une bonne stratégie avec votre avocat pour essayer de négocier les conditions les plus favorables. Ensuite, la deuxième étape avant de déclencher la négociation, c'est de collecter les preuves des manquements de l'entreprise. Je vous explique. Quand vous négociez avec les avocats de l'entreprise, que vous dites que l'entreprise est en faute, qu'elle a commis des manquements, il faut poser des preuves sur la table. Si vous ne posez pas de preuves sur la table, l'entreprise et ses avocats ne vont pas avoir peur. Ils vont se dire, tout ça c'est du bluff, ils n'ont pas de dossier, ils n'ont pas de preuves, et comme ils n'ont pas de preuves, ils ne pourront pas aller au tribunal, et s'ils vont au tribunal, ils perdront. Pas de preuves, pas de droit, c'est l'adage. Donc, le travail important que vous allez faire avec l'aide de votre avocat, avant de déclencher la négociation, c'est de collecter les preuves. Troisième chose à faire avant de déclencher les pourparlers, vérifiez votre contrat de travail et les avenants. Et ça, c'est votre avocat qui va le faire. C'est-à-dire qu'on va regarder votre contrat de travail et on va chercher les failles, les irrégularités, les clauses illégales. Ça peut être des clauses sur la durée du travail. Alors, je sais que vous êtes cadre dirigeant, vous vous dites, bon, on est cadre dirigeant, il n'y a pas d'horaire de travail, il n'y a pas d'heures supplémentaires. C'est faux. C'est une légende urbaine. La plupart de mes négociations de départ pour des cadres et des cadres dirigeants, je les négocie avec le levier de la durée du travail. Donc voilà, ça va être le rôle de votre avocat, mais on va aussi regarder les clauses sur la rémunération variable, les primes sur objectif. Euh, voilà, c'est des terrains où souvent on trouve des moyens de pression sur l'entreprise pour l'amener à négocier à l'amiable. Et enfin, ce qu'il faut faire avant de déclencher la négociation, c'est de désigner un avocat. Vous ne négocierez jamais tout seul un accord aussi bon, aussi favorable que si vous avez un avocat. L'entreprise, quand elle a face à elle, l'entreprise qui a ses avocats, qui a ses juristes, quand elle a face à elle un cadre qui est seul, qui n'est pas juriste, qui n'est pas avocat, elle n'a pas peur. Et si elle n'a pas peur, elle ne paye pas. Ou alors elle paye peu. Elle n'a pas peur parce qu'elle se dit, bon, c'est un salarié expatrié, il n'est même pas du pays, il ne connaît pas les lois, il n'a pas d'avocat, c'est pas un danger. En revanche, quand il y a un avocat, là c'est autre chose. Il y a un risque de procès, il y a un risque de médiatisation. Soyons honnêtes, je suis un avocat très médiatisé, non seulement à la télévision, dans la presse française et étrangère, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça suscite de la crainte pour une entreprise qui a une réputation, qui est cotée en bourse. Effectivement, ça lui fait peur, et la peur, c'est ce qui l'a fait négocier à l'amiable, de manière favorable. Donc, n'attendez pas de recevoir une convocation pour un licenciement pour désigner un avocat. L'avocat, pour être efficace, il ne faut pas qu'il arrive après la guerre. Il faut qu'il arrive avant, en anticipation. Quels sont vos leviers dans une négociation? Quels moyens de pression vous allez avoir sur l'employeur pour l'amener à négocier et à négocier bien? Évidemment, il y a tous les manquements que la société peut commettre au droit du travail. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup sur la durée du travail. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, souvent l'entreprise va vous qualifier de cadre dirigeant. Elle va dire dans le contrat de travail, vous êtes cadre dirigeant. Et donc, à partir du moment où vous êtes cadre dirigeant, aucune règle sur la durée du travail ne s'applique. On peut vous faire travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est vrai,
si vous êtes vraiment cadre dirigeant. Si vous êtes un faux cadre dirigeant, si en réalité, vous n'avez aucun mandat social, vous n'êtes pas représentant légal de la société, vous n'êtes pas actionnaire, je ne parle pas des petites actions gratuites, un actionnaire, actionnaire. Vous ne faites pas partie d'un organe de direction type COMEX, que dire? Alors pas le COMEX spécialisé dans la supply chain, hein. Je vous parle du COMEX vraiment de la société, ceux qui décident, qui font entrer des investisseurs, qui réduisent les effectifs et ça. Donc vous ne faites pas partie d'un organe dirigeant. Et bref, en un mot, vous ne dirigez pas l'entreprise, eh bien à ce moment-là, vous êtes un faux cadre dirigeant. Et donc à ce moment-là, vous êtes un simple cadre, un cadre non dirigeant. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir réclamer des heures supplémentaires. Ça a l'air de rien. Vous pouvez vous dire, mais dans une négociation de départ, à quoi ça rime d'aller gratter des heures supplémentaires? Je vous assure qu'avec des hauts salaires, sachant qu'on peut remonter sur 3 ans pour réclamer des heures supplémentaires, ça peut être un levier énorme. On parle, dans mes dossiers de cadre, on parle de 200, de 300 000 euros à récupérer. Vous voyez, c'est un levier. Ensuite, un autre levier assez classique, manquement au code du travail de la société, c'est sur le salaire variable, tout ce qui va être prime sur objectif, bonus en fonction de targets, etc. Ça, souvent, l'entreprise ne respecte pas les règles. Je vous donne un exemple. Au lieu de vous fixer les objectifs en début d'année, en janvier, elle va vous les fixer en février, mars ou avril. C'est-à-dire que l'exercice a déjà commencé, et alors qu'il a déjà commencé, ils vous disent, ah, les objectifs pour toute l'année depuis janvier, c'est ça. Bon, eh bien, à ce moment-là, il y a une règle qui dit que comme la notification des objectifs a été tardive, a été faite en retard, le salarié a droit au maximum du salaire variable. Peu importe sa performance, il peut avoir été très mauvais. Si les objectifs lui ont été notifiés en retard, il a droit à la totalité du variable sur objectif. Voilà. Donc, c'est ce type de manquement au code du travail qu'on va aller chercher pour faire une réclamation à la société et l'amener à négocier. Ensuite, il y a le deuxième cas qui est beaucoup plus touchy. C'est le cas où carrément, dans votre entreprise, vous avez été témoin d'une fraude ou d'un breach of compliance, d'un manquement à la conformité, à la réglementation. Je vous donne un exemple. C'est des exemples que j'ai eus dans des sociétés et qui nous a permis de négocier des beaux accords. J'ai un client qui était tombé sur un email dont il avait gardé copie, où son manager disait au DRH, bon, pour ce poste, il faut absolument embaucher un homme. Je veux pas de femme à ce poste. Voilà. Ça s'appelle de la discrimination de genre. C'est totalement interdit. Ça s'appelle de la discrimination de genre et c'est très grave pour une société, mais c'est encore plus grave pour une société qui est cotée en bourse. Parce que quand vous êtes coté en bourse, vous avez des obligations de RSE, de SG, de compliance, de diversity, equality, non-discrimination, etc. Donc il y a à la fois un risque juridique de compliance et aussi un risque médiatique. Vous imaginez si quelque chose comme ça sort dans la presse. D'où l'intérêt pour vous, d'une manière générale, dans les négociations, de prendre un avocat qui est médiatisé, hein. Parce que plus il va être médiatisé, plus la société, dans les négociations, va se dire, si on n'arrive pas à un accord avec cet avocat, le risque, c'est qu'il aille voir les journalistes qu'il connaît et que ça sorte. Voilà. Voilà, je vous ai donné cet exemple, mais il y a plein d'exemples de manquements à la compliance. Là, j'ai eu une grande société qui faisait transiter ces marchandises qui, à un moment donné, passaient par un port iranien. Donc, du coup, il fallait payer des droits au port iranien. Or, évidemment, cette société ne pouvait pas faire ça puisqu'il y avait les sanctions internationales et américaines contre l'Iran et que c'était manifestement un breach of compliance. Voilà, pareil, je peux vous dire que la société, elle a vite négocié un accord avec notre client qui était cadre et qui avait été témoin de ces faits. Voilà. Euh, alors, le troisième levier de négociation, c'est le cas où l'entreprise veut se débarrasser de vous, mais elle ne peut pas vous licencier.
Il y a plusieurs cas où elle ne peut pas vous licencier. Par exemple, parce que vous revenez de congé maternité. Là, il y a une période de protection au retour du congé maternité et même après cette période de protection, il y a un risque médiatique et de compliance tel si elle vous licencie après le retour du congé maternité, donc elle est bloquée. Là, ça peut être pour vous un levier de négociation pour négocier votre départ. Autre levier de négociation, si vous êtes lanceur d'alerte à l'intérieur de la société, je ne vous parle pas d'aller dans la presse ou quelque chose comme ça. Si à l'intérieur de la société, vous avez déclenché une alerte, vous avez été témoin d'un harcèlement ou d'une discrimination, vous avez été témoin d'une fraude ou d'un manquement à la compliance, je vous ai donné des exemples juste avant. Si vous avez lancé une alerte en interne, je vous conseille de le faire avec l'aide d'un avocat pour bien le faire. Eh bien, à ce moment-là, vous connaissez la règle, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a des règles sur la protection des lanceurs d'alerte. Aux États-Unis, c'est no retaliation. Et en France, c'est interdiction de toute sanction, même déguisée, contre un lanceur d'alerte. On ne peut pas réprimer quelqu'un parce qu'il a dénoncé une fraude ou un manquement à la loi à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, un dernier cas encore où l'entreprise peut avoir envie de vous licencier mais ne peut pas, bah, c'est si vous avez donc gardé votre contrat avec la France, votre expatriation prend fin. La société française est obligée de vous reprendre, mais elle ne sait pas quoi faire de vous, elle ne sait pas où vous mettre, mais elle a cette obligation de vous reprendre. Donc elle est bloquée. C'est là où vous pouvez lui proposer une sorte de sortie, une porte de sortie, c'est-à-dire une négociation amiable. Et puis le quatrième et dernier levier qui est intéressant, c'est vous voulez partir, mais l'entreprise a besoin de vous. Elle a besoin que vous restiez. Elle ne peut pas se permettre que vous partiez comme ça du jour au lendemain, ou même avec un préavis de 3 mois, ça ne serait pas suffisant, parce que vous avez une expertise, etc. Ben là, ça peut être un levier de négociation, parce que voilà, vous pouvez dire à la société, écoutez, moi, je cherche ailleurs, je vais sûrement trouver, je respecterai mon préavis, mais il ne sera que de 3 mois. Si vous voulez me garder 6 mois, 9 mois, parce que vous avez besoin de moi, que vous avez besoin que je fasse le handover, la passation avec mon successeur, à ce moment-là, il faut qu'on négocie maintenant. Et à ce moment-là, effectivement, je sortirai dans 6 mois, 9 mois, mais on négocie maintenant un accord amiable. Ça peut être aussi un levier de négociation. Voilà. Alors, maintenant, quels sont les éléments clés à négocier dans une rupture conventionnelle ou une transaction? Évidemment, l'indemnité de rupture. Alors, sachez que dans une rupture conventionnelle, il y a un minimum qui est fixé par la loi. L'employeur ne peut pas descendre en dessous de ce minimum, mais ce n'est pas une somme très élevée. En revanche, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. C'est une question de négociation entre les parties. Donc, voilà, moi, ça m'est arrivé, je vous le dis, hein, une personne qui avait, 6 mois d'ancienneté, ça m'est arrivé de négocier 2 ans de salaire, alors qu'elle n'avait que 6 mois d'ancienneté. Bon, si on a des bons leviers, l'entreprise, peut, négocier, vraiment à la hausse. Ensuite, le deuxième point qu'on va négocier, c'est la date de départ. Vous pouvez avoir envie de partir très vite parce que vous avez des projets, création d'entreprise ou que vous avez trouvé ailleurs. Donc à ce moment-là, c'est l'avantage de la négociation par rapport à un licenciement unilatéral, c'est que vous pouvez négocier une date de départ immédiate, très rapide, ou alors au contraire, vous pouvez négocier une date différée si pour X raison, vous avez besoin de rester plus longtemps. Vous allez troisièmement négocier, et ça c'est très important, toutes les clauses qui vont protéger votre réputation professionnelle pour l'avenir, pour que vous restiez employable à l'avenir. Bankable. C'est les clauses de confidentialité et de non-dénigrement. Clause de confidentialité, l'employeur va s'engager à ne pas dire dans quelles conditions vous êtes parti. Est-ce que vous avez fait une réclamation? Est-ce que vous avez fait une plainte en interne pour harcèlement, etc. et tout? L'employeur ne pourra rien dire. Confidentialité. Clause de non-dénigrement, s'il est contacté par une entreprise, il ne peut pas dire du mal de vous. Il ne peut rien dire de négatif. On peut même aller plus loin, c'est pas dans le slide, mais on peut aller plus loin, je le négocie souvent. On peut faire une clause de bon renseignement. C'est-à-dire que non seulement l'employeur n'a pas le droit de dire du mal de vous, mais il a une obligation positive de dire du bien. Donc ça, c'est des choses qui se négocient. Et le top, le summum, c'est de négocier une lettre de recommandation. C'est-à-dire que vous allez négocier que l'employeur vous fasse
superbe lettre de recommandation sur papier en tête que vous allez joindre ensuite à toutes vos candidatures que vous allez envoyer aux chasseurs de tête. Voilà. Tout est négociable. Et même si parfois la négociation peut être tendue, peut être un peu conflictuelle, c'est pas grave. À la fin, quand il y a l'accord amiable, il y a toutes ces clauses qui vous protègent et même cette lettre de recommandation. C'est assez drôle parfois dans des dossiers où je vois que vraiment la négociation a été conflictuelle, a été sanglante. Et à la fin, le cadre reçoit une superbe lettre de recommandation qui est un sésame ensuite pour ses prochaines embauches. Ensuite, les autres points de négociation, ça va être la clause non-concurrence. Je l'ai un peu expliqué au début. Bah voilà, vous pouvez négocier qu'elle soit maintenue. À ce moment-là, vous avez l'interdiction d'aller à la concurrence, mais vous êtes payé tous les mois pendant 1 an, 2 ans. Ou alors, au contraire, vous pouvez négocier qu'elle soit levée, qu'elle soit abandonnée. Donc, vous ne toucherez pas d'indemnité de non-concurrence, mais vous êtes libre d'aller chez le concurrent immédiatement. Là encore, c'est davantage de négocier avant d'attendre un licenciement, parce que si vous négociez pas et que l'employeur vous licencie, c'est lui qui, dans la lettre de licenciement unilatéralement, va décider sans vous consulter, je maintiens la clause non-concurrence ou au contraire, je l'abandonne, vous ne toucherez pas les indemnités de clause non-concurrence. Vous voyez? Ensuite, ce qui va être négocié évidemment encore, c'est les actions gratuites. Alors, je m'explique. Donc, normalement, quand vous êtes licencié, toutes les actions gratuites qui ne sont pas vestées, qui ne sont pas acquises, les LTI, les RSU, les BSPCE, les actions de performance, les AGA, etc., toutes ces actions-là qui ne sont pas encore acquises, qui ne sont pas encore vestées, normalement, le contrat est rompu, c'est fini, c'est perdu. Et il peut y en avoir pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans le cadre d'une négociation amiable, si on justement on n'attend pas le licenciement et qu'on négocie à l'amiable, on va pouvoir négocier. Alors, soit par exemple, on va négocier de rester encore 6 mois, le temps qu'il y a un vesting. Première option. Soit on va négocier que la rupture soit immédiate, mais que une partie des actions gratuites qui n'ont pas été vestées, bah, nous soit payée immédiatement en cash. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant parce que elles vont être payées sous forme d'indemnités, de dommages et intérêts qui peuvent être non imposables. Donc ça peut être intéressant. Autre chose qu'on peut négocier, c'est le financement par la société d'une formation, d'un coaching ou d'un outplacement. Je vous donne un exemple. Si vous craignez, après votre négociation de départ, de ne pas retrouver un emploi intéressant, vous pouvez négocier avec l'entreprise qu'elle paye une société d'outplacement pour que cette société aille vous chercher votre prochain job, le prochain poste. Donc, vous allez dire à la société d'outplacement, voilà, je veux être senior VP exécutive dans une grande société cotée en bourse avec minimum 400 000 euros plus des actions gratuites. Voilà. Donc, la société, dans le cadre de l'accord amiable, peut financer cet outplacement. Et la dernière chose que vous pouvez négocier, sachez-le, c'est le remboursement de vos frais d'avocat. Aujourd'hui, dans 80% des départs négociés qu'on a au cabinet, on arrive à obtenir un remboursement total ou partiel des frais d'avocat que notre client a payés. Voilà. C'est quelque chose qui se négocie beaucoup. En tout cas, notre cabinet le négocie beaucoup. Voilà. Voilà, alors ensuite, les erreurs à éviter, je regarde un petit peu s'il me reste beaucoup de ça va, on va y arriver. Je regarde l'heure. Ah, il est déjà 50, il nous reste 10 minutes, mais je vais, accélérer. Les erreurs à éviter dans une négociation de départ. Bah, évidemment, je l'ai dit, commencer à négocier sans avoir collecté les preuves. Pourquoi? Pourquoi c'est une erreur? Vous dites à la société: «Je veux partir, je veux négocier mon départ». La société, la première chose qu'elle risque de se dire, c'est: «Ouh, il va préparer un dossier, il va collecter des preuves, comme il veut partir, je coupe les accès». Donc la société vous coupe les accès, vous n'avez plus accès à votre boîte mail, à votre agenda, à vos documents, vous n'avez plus accès aux preuves qui vont vous permettre de négocier. Donc il faut d'abord collecter les preuves et ensuite entamer la négociation. Autre erreur, c'est attendre le dernier moment pour négocier. Par exemple, l'erreur classique, c'est de commencer à chercher un emploi ailleurs, on trouve un emploi et une fois qu'on a trouvé un emploi, on se dit: «C'est là que je lancerai la négociation». Mais non, mais non. Vous trouvez un emploi ailleurs, la nouvelle société, elle va vous dire:
Madame, monsieur, je vous attends le plus vite possible, pas dans 6 mois, pas dans un an, je vous attends le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où vous êtes vous-même piégé. Vous allez devoir démissionner de votre société actuelle pour pouvoir respecter le préavis et rejoindre la nouvelle société. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez démissionné, les chances de négocier sont quasiment nulles. Donc, ne vous placez pas dans une situation où vous allez avoir peu de temps pour négocier. Ne négociez pas au dernier moment, hein. Ne, ne vous dites pas, bon, par exemple, mon expatriation prend fin dans un mois, enfin dans 3 mois, je commencerai les négociations un mois avant la fin de l'expatriation. Moins vous avez de temps, moins vous allez pouvoir négocier parce que vous allez être pressé. D'accord? Ensuite, la troisième erreur classique, c'est sous-estimer sa position de force. Se dire, oh, moi je suis un petit cadre, c'est une grande société, ils ont plein d'avocats, ils sont puissants, etc. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est une grande société, ils ont une réputation à préserver, ils ont très peur d'un article dans la presse. Et pour eux, bah, c'est pas grand-chose de vous payer 300, 400, 500 000 euros d'indemnité pour que vous partiez sans histoire. L'autre erreur, quatrième erreur, négocier seul sans avocat. Euh, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous ne faites pas peur à la société, un avocat leur fait peur. Et puis surtout, il y a des clauses très techniques, il y a la structuration fiscale, il y a la rédaction des clauses sur la réputation professionnelle. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il vous faut un avocat et vous n'allez pas vous reposer sur les avocats de l'entreprise. Ils ne sont pas là pour défendre vos intérêts. L'autre erreur encore, c'est de faire confiance aux RH. Les RH qui vous disent non, mais on n'a pas besoin d'avocat, t'inquiète pas, je vais t'arranger le coup, je suis ton ami, je vais t'obtenir la meilleure négociation qui soit. Bah voyons, les RH sont payés par la société pour défendre les intérêts de la société. Donc même quand ils ont l'air très doux, très gentils, ne leur faites pas confiance, c'est pas vos amis, c'est pas vos confidents, votre allié, c'est votre avocat. Autre erreur, révéler sa volonté de partir et ses projets personnels. Si vous dites à la société, je dois suivre ma femme dans tel pays, j'ai créé une entreprise là, ça y est, je me suis associé, je vais démarrer. Quand vous allez ensuite voir l'entreprise pour lui dire, je veux négocier mon départ, faites-moi un chèque, l'entreprise va se dire, ben non, on n'a pas besoin de le payer pour qu'il parte. Il a des projets personnels, il nous l'a dit, il a des projets personnels qui l'attendent. Il va partir d'un moment à l'autre. Donc pourquoi le payer pour qu'il parte? On va juste attendre qu'il parte par lui-même en démissionnant sans indemnité. Voilà. Il ne faut pas signer dans l'urgence et il ne faut pas céder à la menace de licenciement. Si votre entreprise vous dit, bon, soit vous signez ce severance agreement, cette rupture conventionnelle, soit je vous licencie, il ne faut pas céder à ce chantage, il ne faut pas signer dans l'urgence. Prenez un avocat, on rééquilibre le rapport de force et on négocie. Ok. Évidemment, il ne faut pas démissionner sans avoir signé un accord amiable, mais si vous commencez à chercher ailleurs, c'est ce qui risque de se passer. Vous cherchez ailleurs, vous trouvez un poste, et là, vous démissionnez pour rejoindre le nouveau poste, et là, c'est fini, il n'y aura plus d'accord amiable. Voilà. Euh, voilà, bah écoutez, c'est à peu près les erreurs à ne pas commettre. Les questions fréquemment posées, bah, comme il nous reste peu de temps, plutôt que je fasse les questions et les réponses, je vais peut-être laisser nos auditeurs poser leurs questions. Il nous reste, merci beaucoup, Maître, il nous reste 5 minutes pour prendre quelques questions. Oui, Donc, si vous cinq avez dix des minutes, questions, 5-10 minutes, 5-10 allez, minutes. on va un petit peu rallonger. On a un auditeur anonyme qui nous dit, peut-on être éligible au chômage si nous n'avons pas vécu en France depuis longtemps, c'est-à-dire 25 ans? Alors, ça me paraît difficile. J'ai pas les règles exactes en tête. L'idée, c'est un système d'assurance. Si vous avez cotisé et que vous êtes résident en France, normalement, vous y avez droit. Euh, si vous êtes expatrié, mais que vous avez continué à cotiser parce que vous avez gardé un contrat français, qu'une partie de votre salaire a été versée par la société française, des choses comme ça, vous avez continué à cotiser. Si vous revenez en France, vous êtes à nouveau résident français à la fin de votre contrat, je pense normalement que vous avez droit aux allocations chômage. Je suis prudent. Chaque cas, surtout ce monsieur qui est parti depuis 25 ans, chaque cas est particulier et on vérifie à chaque fois les règles pour chaque cas.
Est-ce qu'on peut peut-être mettre le dernier slide du coup? Comme ça, Oui, on a vos les contacts. questions fréquemment posées. Ah, Le slide euh, juste après où on a vos oui, contacts. d'accord, Voilà, d'accord, mais je parfait. continue à écouter les questions, elles sont les Oui, bienvenues. voilà, ça permet juste aux gens, s'ils veulent prendre contact avec vous maintenant, de noter vos coordonnées. Oui, oui, Euh, oui. Et puis, il y a ce QR code que vous pouvez flasher pour aller sur mon site internet. Je fonctionne vraiment par un formulaire de contact. Dans ce formulaire, il y a tout un tas de questions qui, moi, me permet effectivement derrière de vous recontacter, d'avoir déjà les informations fondamentales pour vous donner mes premiers conseils. Voilà. Parfait. On a une question. Je suis marié et mon mari partira en Amérique latine pour travailler. Est-ce que je peux demander une rupture conventionnelle et est-ce qu'on doit me l'accorder? J'ai quelque part répondu à cette question au début. Euh, Est-ce que je peux demander une rupture conventionnelle? Est-ce qu'on doit me l'accorder? Alors, est-ce qu'on doit me l'accorder? Un employeur n'est jamais obligé d'accorder une rupture conventionnelle. Il peut dire non. Est-ce que je peux demander une rupture conventionnelle? Oui, rien ne vous empêche de demander une rupture conventionnelle. Mais comme je l'ai expliqué au début, si vous allez voir gentiment comme ça la société et que vous lui dites, excusez-moi, je vais suivre mon mari, est-ce que je pourrais avoir une rupture conventionnelle? Le risque, c'est que la société vous dise, madame, c'est votre problème, c'est votre vie, faites ce que vous voulez, mais on n'a pas à vous payer des indemnités de rupture conventionnelle parce que vous suivez votre mari. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué pendant le webinaire, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut mettre en place une stratégie avec un avocat pour pousser l'entreprise à vous proposer la rupture conventionnelle. Et comme là, c'est elle qui la demande, la société, là, vous êtes en position de force pour négocier des indemnités. Parfait, merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si jamais vous voulez rester anonyme, vous pouvez cocher la case pour rester anonyme. On répond à toutes vos questions en direct maintenant. Après, ce sera trop tard. Alors Euh, autrement, il y a les questions fréquemment posées que j'avais préparées, hein. Si jamais il n'y a pas ouais, assez de questions, on peut continuer là-dessus. merci. J'ai encore deux questions pour vous. Ok, très bien. Mon contrat d'expatriation US s'arrête fin décembre, donc de cette année. Mon entreprise veut me faire démissionner en France. J'ai 18 ans d'ancienneté et me réembaucher en contrat local aux US. Puis-je négocier des indemnités puisque je deviens précaire aux US et je peux être sans emploi du jour au lendemain? Puis-je faire intégrer quelque chose dans mon contrat américain pour intégrer des indemnités? Comment s'assurer qu'à mon retour en France, dans un futur plus ou moins proche, je puisse bénéficier des ACDIC? Alors, ne démissionnez pas. Si vous démissionnez, c'est fini. L'entreprise française n'est plus votre employeur. Elle n'a plus d'obligation juridique envers vous. Elle n'a pas l'obligation de vous reclasser dans un poste en France. Elle n'a pas, elle n'a plus d'obligation. Il ne faut pas démissionner. Attention, cette proposition que vous fait l'entreprise, c'est vraiment, si vous signez votre démission, vous signez du point de vue du droit du travail, votre arrêt de mort. Il n'y a plus de négociation, c'est fini. Donc, vous ne signez pas de démission, vous négociez un accord à l'amiable avec l'aide d'un avocat. Voilà. Et avec vos 18 ans d'ancienneté, on va être sur des indemnités intéressantes, à mon avis. Sur quelle durée antérieure doit-on collecter les preuves? Alors, ça dépend. Il y a des manquements qu'on peut invoquer sur les 3 années précédentes. Tout ce qui va être salaire variable, heures supplémentaires, etc., on peut remonter à 3 ans. Voilà. Il y a d'autres manquements pour lesquels on peut remonter à 5 ans. Tout ce qui va être discrimination, harcèlement, etc., on peut remonter à 5 ans. Je parle évidemment en droit français. Voilà. Et c'est votre avocat qui va vous aider à collecter ces preuves, qui va vous dire comment bien les collecter, quelles preuves sont valables, pas valables. Est-ce qu'un enregistrement, par exemple, lors d'une réunion, d'un entretien est valable? C'est votre avocat qui va pouvoir vous le dire. Allez, last but not least, we have a question in English. I guess we'll answer in English. OK?
How to know if my French contract was suspended when I took a local contract in the US. I did not write a specific demission letter in France. Oh, the answer is in the question itself. If you are not aware of any documents terminating your French employment contract, then it means that it has not been terminated. To be terminated, either the employer has notified you a dismissal or you have notified a resignation or you have signed uh, an agreement with the employer terminating the French employment contract. So, in reality, if you're not aware of what happened about your French contract, it probably means that it has not been terminated. Then you're still employed by the French company. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose, Maître Biton? Écoutez, non. Non, je vais avoir mon prochain rendez-vous bientôt, mais n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, on peut faire une première consultation. Ça ne vous engage pas autre chose qu'à une première consultation pour avoir des conseils et prendre les bonnes décisions et pas commettre d'erreurs. Souvent, si vous êtes expatrié aux États-Unis, en Angleterre ou au Canada, c'est que vous avez des beaux profils, vous avez des belles anciennetés. Et donc, les enjeux d'un accord amiable sont souvent très intéressants pour vous. Donc, ça vaut le coup de prendre conseil et de pas essayer de se défendre tout seul et commettre des erreurs stratégiques. Voilà. On va rester sur ce mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ceux que ça intéresse, on a des webinaires tous les mardis, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait. La semaine prochaine, on va parler du 401k pour les gens qui sont aux États-Unis. Merci encore, à bientôt, bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez dans le Merci à monde. vous. À Au bientôt revoir. sur French Morning. Au revoir.